Quand on pense au mélange de culture, de civilisation, au visage de l'immigration en France, comment ne pas s'arrêter à Marseille? Venu d'ici et d'ailleurs, parfois même de très loin, je me réjouis à l'idée de rencontrer ceux qui font de la cité phocéenne une terre d'accueil, une ville à part. J'ai rendez-vous avec un sportif, à la fois chef d'entreprise, mais aussi père de famille émérite, qui force l'admiration. Je crois que nous avons rendez-vous. Bonjour. Comment ça va? Magloire. Benamir? Très heureux. Pareillement. Ravi. Enchanté. Votre prénom, je le prononce comment? C'est Ben Amir et ça signifie le fils du prince. Le fils du prince. Vous êtes né où, Ben Amir? Je suis né à 9000 km d'ici, aux Comores. 9000 km d'ici. Ouais. Ils viennent d'où, les gens qui habitent les Comores? Ils viennent un peu de partout. D'ailleurs, on raconte même qu'au niveau de ma famille maternelle, de ma mère, il y a une descendance, on va dire, portugaise. D'accord. Voilà, vous verrez, ma mère, elle est très claire par rapport à moi. Mais les Comores, c'est un melting pot de tout. De l'Orient, de l'Asie, de l'Inde, de l'Afrique et même de l'Europe. Les Comores, c'est la France? Le Comore fut la France. Aujourd'hui, c'est un pays indépendant. Il y a un petit litige avec l'île comorienne de Mayotte, puisque oui. Mayotte est restée française, mais au niveau de Nations Unies, Mayotte est encore comorienne. Qu'est-ce qui a poussé la famille à quitter les Comores? Alors, nous, on est partis en 2 temps. Mon père est d'abord parti en premier. Il était à ce moment-là en terminale, il était déjà enseignant. Il faisait donc des études? Il faisait des études et à l'année où il devait passer le bac, son père devenant assez vieux, l'a demandé de partir pour pouvoir travailler et ramener des moyens financiers. Et mon père est parti à contre-cœur en France. Et il est arrivé, je pense, en 73-74. Pourquoi Marseille? Pourquoi Marseille? Parce que Marseille, comme Le Havre, c'est un port. Quand je suis arrivé ici, parce que moi je me considère comme étant un déraciné, quand je suis arrivé... Ah bon? Oui, Vous êtes arrivé à quel âge? Je suis arrivé à 7-8 ans. Et donc, mais quand je suis arrivé ici, pour moi, on m'a enlevé du paradis pour m'envoyer en enfer. Parce que quand on est petit, qu'on est sur un archipel, sur une île, c'est le paradis. On court partout, c'est la nature, c'est la végétation, c'est les bestiaux, c'est les grands-parents, c'est les fruits. Et donc du jour au lendemain, on vous met dans un avion et vous arrivez, c'est le béton. Et là, on se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et en plus, en hiver, le froid. Donc c'est double punition. On est où, ici, à Marseille? Ici, on est à la Villette, au début des quartiers nord. La population comorienne à Marseille est plus importante que celle qui habite la capitale. C'est-à-dire que Marseille, c'est la première ville comorienne du monde. Et on appelle Marseille la 5e île, par rapport à l'archipel qui a un compte 4. Combien de Comoriens on peut? À peu près 120 000 Comoriens. C'est vrai que Marseille, c'est ma ville. Aujourd'hui, c'est ma ville. Parce que quand on est déraciné, on peut aussi s'enraciner en fonction de comment on est accueilli et comment on s'imprègne dans la ville. Donc oui, je suis maintenant un vrai, un Marseillais 100%. J'ai pratiquement 40 ans de vie à Marseille par rapport à 7 ans, à 7-8 ans. Je suis sûr que vous faites du sport. Moi, le sport, oui. C'est ma vie. Le sport a changé ma vie. Voilà ce que je voulais te présenter. C'est le lieu de mes exploits premiers. C'est-à-dire? C'est là où j'ai tapé pour la première fois au ballon. Et c'est un lieu important. Parce qu'il va conditionner pas mal de choses, notamment la relation avec mon père. Parce que mon père, comme il est arrivé en France avant et qu'il n'a pas terminé ses études alors qu'il aurait aimé terminer ses études, il avait une forme d'exigence vis-à-vis de ses enfants. Supérieure pour ses enfants. Supérieure, et notamment à l'aîné, c'était moi. Et donc il y avait une forme, déjà quand on est enfant, quand on est comorien, quand on est africain, je parle de manière générale, on a un respect vis-à-vis de son père. Je n'osais même pas le regarder dans les yeux. Et donc il y avait une autorité qui est déjà là, et en plus il était très sévère par rapport aux études. Et donc ça passait pas. Moi j'étais tout le temps comme ça, mon père, je parlais pas, il n'y avait rien qui passait. Et ça a été compliqué au début. Et ça s'est apaisé après ou pas? Ça s'est apaisé en fait parce que mon père a écouté en allant au travail une émission de radio avec un pédopsychiatre. Il parlait de la violence des enfants parce qu'à une époque j'étais violent, je me battais à l'école, je faisais même des petits larcins.
Et là, le pédopsychiatre disait qu'il fallait mettre les enfants dans un sport collectif, ça permet de s'ouvrir. Et c'est comme ça que mon père, en fait, m'a inscrit dans un club, cette fois-ci, un club de foot, et qui m'a mené à l'entraînement. Et en revenant à la maison, dans la voiture, c'est là où on parlait du ballon. Le lien s'est créé. C'est là que le lien s'est créé. Sinon, jusque-là, bien, les études, ça ne créait pas le lien, mais c'est à partir du football que le lien s'est créé. C'est super. Voilà. C'est une jolie histoire. C'est une jolie histoire. J'essaye aujourd'hui de retransmettre, de revivre ça aussi avec mon fils. Change. Voilà, tu as fait. Voilà mon but. Voilà. Allez, de suite. Regarde la tête. C'est bien joué les rouges. Bien joué ça. Allez. Allez. On l'a ou pas? Allez, ça rentre là, ça rentre. Bien joué Khalil, allez, bravo. Allez Nour, allez, vas-y. Ah, non. Allez Amino. Pardon, c'est ça. Non, c'est pas grave. Allez, vas-y, encore, allez. Allez les rouges, allez, c'est rien. En étant sur ce banc de touche aujourd'hui avec ton fils, c'est la transmission? C'est une forme de transmission, oui. C'est surtout le partage d'une passion commune. Il est passionné par ce sport, je suis aussi passionné par ce sport. Il n'y a aucune contrainte. Je ne veux surtout pas, on va dire, me projeter vers lui, c'est-à-dire transmettre ce que moi j'aurais pu être, professionnel ou pas. Non, je veux juste qu'il prenne plaisir, qu'il s'amuse, parce que c'est par le plaisir en fait qu'on acquiert aussi de la confiance. Tu as vu, quand tu es sur ton côté, tu lâches pas ton couloir. Quand c'est eux qui ont le ballon, tu empêches eux de jouer. Et quand c'est l'équipe qui a ton ballon, tu te libères. OK? Allez, vas-y. Bravo, hein? Après, le foot, c'est une connotation très importante pour moi, puisque c'est aussi un lien avec ma communauté, avec les Comores. Parce que j'étais manager pendant 10 ans des Comores. Les Comores ont connu beaucoup de coups d'État. Et moi, très tôt, je me suis dit, je voudrais changer ça. Je voudrais remplacer les coups d'État par des coups d'éclat. Non, c'est joli. Donc j'ai monté une petite web TV que j'appelais 269.net. 269, pourquoi? Parce que c'était l'indicatif des Comores. Donc c'était, pour moi, ce média, c'était le média des Comoriens du monde. Et j'ai rencontré, dans une émission que je organisais, le président de la Fédération de football des Comores, M. Salim Tourki. Et là, je lui ai proposé de devenir manager, de m'occuper de cette équipe. De l'équipe des Comores. De l'équipe des Comores. L'équipe officielle. L'équipe officielle, en allant chercher des joueurs binationaux. C'est-à-dire qu'ils sont nés en France. De la diaspora. De la diaspora, mais qui ont un talent, mais qui n'ont peut-être pas le talent suffisant pour devenir des joueurs de l'équipe de France, mais qui peuvent, comme nous on reconnaît la double nationalité, rendre service à leur pays d'origine. Il m'a accepté cette mission, et c'est comme ça que, depuis 2011 jusqu'à 2019, on a développé l'équipe et on a gravi les échelons, on a fait des éliminatoires jusqu'à aller à la CAN, à la Coupe d'Afrique des Nations l'année dernière, Ah oui. où on a fait l'exploit d'éliminer le Grand Ghana et on a fini par être éliminé par le Cameroun. On a perdu le match de 1, mais parfois perdre, en fait, c'est pas au niveau du score. Parfois, on peut perdre et gagner. Mais on a gagné le respect de tout le continent, on a gagné le respect des adversaires. De manière générale, le sport, pour moi, c'est une leçon de vie, en fait. Vas-y, petit. Vas-y. Allez, encore. Allez, avance. Bravo les rouges! Bonsoir madame. Magloire, très heureux. Ravi. Ta maman. Fatou, Magloire, mon épouse. ravi, très heureux. Merci de nous recevoir. Tu participes souvent à la cuisine? Moi, j'aime cuisiner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ma mère ne m'a pas élevé différemment de ma sœur. C'est-à-dire pour elle, elle considérait que j'étais... Tu pouvais faire aussi la cuisine, le faire ménage. aussi la cuisine, le ménage. Et d'ailleurs, il y a une anecdote. Un jour, mon père rentre et me voit en train de faire la vaisselle, le machin.
Et en gros, il engueule ma mère. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, à la cuisine, quoi? C'est pas sa place. C'était pas sa place. Et on a dû lui expliquer que si. Et qu'est-ce que vous lui avez appris, là, comme plat à faire? Tout? Tout. Qu'est-ce que j'ai fait, il fait. La cuisine comorienne est très inspirée de la cuisine indienne. En fait, il y a quelque chose qui m'avait marqué quand je suis venu en France, c'est l'absence d'odeur. Alors, quand j'étais petit aux Comores, j'étais fasciné par les odeurs qui nous invitent à rentrer dans les maisons. En fait, Pourquoi c'est quelle odeur? c'est l'odeur de la cuisson, l'odeur des sauces, l'odeur des tomates, des épices. Et quand je suis arrivé ici, j'avais l'impression que je ne sentais plus rien, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y avait plus ces odeurs qui nous... c'est pas la même, hein? C'est pas la même chose. Tu veux que je le prenne? Voilà, prends. Voilà, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Dites-moi, les enfants. C'est poulet, ça? Brochette de poulet? Oui. Et ce pain-là, vous savez comment ça s'appelle en comorien? Ah, c'est couscouma. C'est quoi, les couscoumas? C'est un pain salé ok. qu'on va manger justement avec une sauce. Une sauce à la viande, une sauce au poulet. Ce qui ne manque jamais, c'est la salade. Toujours. La salade, en fait, a une La histoire. fraîcheur. La fraîcheur, mais c'est une histoire particulière. C'est-à-dire que quand nous on est arrivés, le premier plat que mon père, chaque fois, il réclamait et qu'on faisait, c'est la salade. Ma mère a appris à aimer cette salade-là. Et tous les repas de famille, il faut absolument qu'il y ait la salade. S'il n'y a pas de salade, Le repas n'est pas fait. le repas n'est pas fait. Et ça, c'est le côté français, ça. C'est le côté français, ouais. Mais c'est souvent un mélange. Je te sers, ma gloire? Avec plaisir. Bon, mais là, je suis ravi. Hein. Merci beaucoup. Merci à toi de nous faire l'honneur d'être présent et de partager ce repas avec nous. C'est un bonheur, c'est un bonheur. Tu es désormais un membre de la famille, c'est chez toi. Tu peux venir quand tu veux. Mais demain, c'est qu'on a encore plein de choses à vivre. C'est exactement ça. Donc, à l'attaque, hein, parce que demain, il faut qu'on les défende. Merci beaucoup. Tu me passes de la vinaigrette? Alors les amis, comme vous savez, aux Comores, c'est une terre de contes, c'est une terre d'oralité. Et je suis né avec un conteur, ou même, je dirais même une conteuse, qui était ma grand-mère, mais aussi un frère à moi qui malheureusement nous a quittés, qui s'appelait Salim Atubou. Salim me disait, Ben Amir, avant de raconter une histoire, il faut toujours commencer par la formule me disait, parce que si tu ne commences pas par la formule Hala Halele, tu ne pourras plus toute ta vie durant raconter d'histoires. Si tu dis Hala Halele, les personnes qui écoutent l'histoire doivent répondre par Gombe. Par Gombe. Hala Halele. Gombe. Ah, ça c'est un vrai Gombe. Un Gombe ensoleillé, un Gombe comme je les aime. On va faire un petit exercice ensemble. Imaginons que ce carré est un village. En plein milieu de ce village, il y a une rivière. Ici, il y a un gardien, il y a une maison de ce côté et une maison de l'autre côté. La femme qui est ici, ça aurait pu être l'homme, bien évidemment, a une liaison avec l'homme qui est là. Il y a un couvre-feu, il y a un fou qui tue. À 20h et quelques, la femme sort, vient voir le gardien et dit « Excusez-moi, monsieur, voilà, je sais qu'il est 20h, il y a un couvre-feu, mais j'ai pas le choix, il faut vite que je regagne mon domicile. » Et le gardien dit « Mais je suis désolé, madame, 19h, c'est 19h. » Et le lendemain, on trouve la pauvre dame, elle est décédée. Et on sait qui l'a tuée. Au niveau de la responsabilité du crime, c'est le fou. Maintenant, moi, je me retourne vers vous, je me pose la question. Qui, selon vous, est responsable du décès de cette femme? 5 volontaires. Vous allez être l'avocat de la femme, du gardien, de l'amant, du mari et donc de l'époux. Et vous allez me chercher des arguments. Oui, monsieur Bertrand a commis énormément d'erreurs, en commençant par sa femme. Est-ce qu'on doit le blâmer aujourd'hui? Mon client est coupable, certes. Coupable, oui. D'amour, de passion. Oui, ça, il est coupable. Mais de ce crime-là, il n'est pas coupable. Elle était aussi victime du gardien, parce qu'il a appliqué la loi et il a oublié qu'avant tout, il était un humain. Vous allez me dire, ouais, mais il a laissé une autre personne passer à 20h30.
Cette personne, elle avait une attestation. Une femme est morte et je dirais qu'elle est morte abandonnée de tous. Par passion, par folie, et aussi, je vous le dis, chers confrères qui défendez-vous, le gardien, aussi parce que quelqu'un l'a laissé mourir, quasiment en le faisant exprès. Ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Chers confrères, ne me parlez pas, ne me répondez pas, ça suffit. Un mari avec une position sociale qui lui a permis toujours de la dominer, surtout dominer moralement. Enfin, comment cet homme ose faire venir chez lui, devant son écran plat, une femme avec qui il regarde les chiffres et les lettres? C'est une honte! Merci à toutes et à tous. Vous avez la parole, vous pouvez de manière assez libre lever la main et exposer. C'est un peu compliqué de défendre une personne. On prend des décisions de se mettre du côté d'une personne sans savoir vraiment où on met le pied. Je ne défendrai pas une personne qui, pour moi, est coupable. Je l'ai défendue alors que je défendais même pas ce qu'elle a fait, mais je la défends. Elle est cliente et du coup, j'y vais vers elle. Mais ça veut pas dire que je partage ses idées. Mais pourquoi on va la défendre? On va la défendre pour nous défendre, nous, la société. Pour comprendre le mécanisme qui a fait que cette personne-là est devenue un monstre. Les avocats qui défendent des criminels ne sont pas eux des criminels. Ils nous défendent, en fait. Ils défendent la société. Donc c'est comme ça aussi qu'il faut percevoir la chose. L'heure, malheureusement, se termine, les amis, de notre masterclass de 1 heure. C'est rapide. On n'est jamais là pour enseigner, mais on est là toujours pour apprendre de manière collective. Je vous remercie. Merci. Bravo, merci à toi. Quel cours? C'était éloquent, ça mauvais jeu de mots. Tout à fait. C'est incroyable. C'est sportif aussi. Hein. Tu interviens pour cette association, Ouais. Les Déterminés. Oui. Mais tu interviens ailleurs aussi? Oui, j'interviens ailleurs, dans les collèges, lycées, même en université. J'interviens aussi pour d'autres structures qui font exactement la même chose qui est déterminée, à savoir apporter de l'oralité et de la confiance en soi aux porteurs de projets. Donc tu fais parler les gens? Je fais parler les gens, ouais. Bah, maintenant, c'est moi qui vais te faire parler. Je veux Avec bien qu'on plaisir. aille où tu veux, mais qu'on se prenne un endroit un peu tranquille. Tu sais là où je suis bien? C'est toujours auprès de la mama. Ici, qui est l'appartement où tu as grandi, chez tes parents, le foot, l'école, tout ça se mélange et finalement fait un bon mélange. Oui. L'adolescence se passe plutôt bien. Oui, en fait, l'adolescence se passe plutôt bien. Et puis, il y a un événement qui va se passer, c'est le retour au pays. Donc, j'espère retrouver mon paradis, parce que quand on est enfant, qu'on quitte les Comores, les îles, on part du paradis, on m'a envoyé en enfer ici. J'arrive aux Comores, en fait, et je reprends une claque, en fait. Parce que là, j'arrive avec les yeux d'un ado, pratiquement adulte, et ce n'est plus le paradis que j'avais laissé. Pour moi, c'est la pauvreté. Pour moi, c'est la saleté. Pour moi, c'est l'insalubrité. Quand j'ai vu l'état de mon pays, je me dis, en fait, dans l'avion, j'ai peut-être 14-15 ans à ce moment-là, en France, des Benamirs, il doit y en avoir des millions. Mais peut-être que si je travaillais bien, il y aura peut-être 1 ou 2 ou 3 Benamirs pour les Comores. C'est là où je me suis engagé pour à la fois aussi apporter une expertise, si je pouvais, à mon pays d'origine. Finalement, c'est de retourner là-bas qui a été le détonateur de ce... Oui. Et qui a permis d'être... Prise de conscience. Prise de conscience. Ouais. C'est un événement qui va me marquer. C'est un événement qui arrive pendant la période des élections présidentielles de 95, où Ibrahim Ali, un de mes amis, va être tué par un colleur d'affiches du Front National. Du jour au lendemain, je passe de 20 ans à pratiquement 30 ans. On prend 10 ans d'un coup, en fait. Parce qu'il y a un événement qui nous fait devenir une autre personne. Il y a 50 000 Comoriens sur la Canebière, bien sûr, soutenus par 50 000 Comoriens qui défilent sur la Canebière, soutenus par d'autres Marseillais, bien évidemment. On est tous meurtris. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Encore un drame, encore un crime. Parce que les Comores ont toujours été sur les feux des projecteurs, mais sous le drame. Et là, j'ai l'idée de dire, il faut que je crée un magazine. Faire des reportages sur les personnes qui réussissent, les footballeurs, les artistes, nos mamans qui se lèvent à 4 h du matin pour aller travailler. Je suis parti voir un banquier. Il me reçoit et là, il me dit, nous sommes prêts à vous financer votre magazine. À l'époque, je demande 30 000 €. Hein. Il me dit, on va vous mettre 50 000 €. En plus, c'est le moment où on bascule.
Au fond de moi, en fait, je suis un joueur de foot. Normalement, quand on marque un but, quand on est joueur de foot, on se lève, on crie, on enlève le maillot. Là, au fond de moi, je suis pareil. Mais je me dis, si je me lève et que je cours, ils vont me prendre pour un fou. Ils vont annuler mon prêt. J'arrive à la maison, je suis content. Je dis à ma mère, j'ai eu un prêt de 50 000 €. Ma mère, presque, elle s'évanouit. Mon fils, mais comment tu vas payer ça? Tu as braqué la banque ou quoi? Ouais. Ma mère, elle a balisé parce qu'elle se dit, mais comment tu vas payer ça? Comment tu vas rembourser ça? C'était ça le truc. Mais comment tu vas rembourser? Donc avec cet argent, j'ai investi une partie en ouvrant un magasin d'informatique et l'autre partie, on a créé le magazine. Et le magazine a duré pendant pratiquement 7 ans. Et c'est comme ça, en fait, j'ai commencé à me faire connaître auprès de la communauté, auprès de Marseille. Tu n'étais pas un militant avant le drame de ce jeune. Tu es devenu militant et tu es devenu le symbole des Comores. Tu as sorti les Comores de l'ombre, puisque vous étiez un peuple invisible. Tu sais, ma gloire, moi, quand j'étais petit, je rêvais d'un truc. Ma première déception, parce qu'aux Comores, dès très petit, on va à l'école coranique, je rêvais d'être prophète. Et un jour, je vais à l'école coranique et il y a le maître qui dit « le dernier des prophètes ». Dans ma tête, mais comment? Mais oui, moi. Parce que moi, je me mettais à être sage, à être poli, pour que Dieu me remarque. Pour qu'il dise, Ben Amir, on t'a choisi. Et là, il est en train de gâcher mon rêve. Je suis rentré chez moi en pleurant. Et là, mon grand-père m'a dit cette chose. Il m'a dit, c'est vrai, mon fils, tu ne pourras pas l'être, mais tu peux suivre les pas de tes parents, de tes grands-parents, de tes amis, de tous ceux qui font. Et c'est comme ça, en fait, qu'on grandit, en fait. Moi, je suis un croyant et il y a une phrase qui dit « Le meilleur des hommes est celui qui est utile aux autres ». J'aime beaucoup cette phrase. C'est une philosophie que j'ai fait mienne, de me rendre utile. Et parce que je pense que l'humanité ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui si on ne s'entraidait pas. Donc il y a cette forme de solidarité, de se dire aussi parfois, et c'est ça aussi qu'on doit transmettre à nos enfants, nous on a la chance d'être dans des pays où on a une forme de liberté, mais ces libertés-là, on les avait eues parce qu'il y a des gens qui ont livré bataille et que nous devons malgré tout rester toujours en alerte, mener des luttes pour que des libertés un peu partout fleurissent. On pourrait vous dire merci en disant le mot, mais on ne sait les choses, on ne voit bien qu'avec le cœur et le reste est invisible. Ce qui va rester visible, c'est ce que vous donnerez à votre épouse. Vous lui donnerez ça. Ça vient du Togo. C'est des bijoux qui sont faits par des femmes, et notamment par ma mère aussi. D'accord. Je donnerai ça. Merci pour elle. J'aimerais que vous me disiez, pour vous, le mot rassemblance, à quoi ça correspond? Vous avez une définition de ce mot? Si je devais mettre un autre mot à côté, c'est union, c'est ensemble. C'est un peu comme dans la course, seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va loin. Nous, on espère un jour ressembler à votre humanité. Au moins, on s'est rassemblés autour d'elle. Merci beaucoup. Ça, c'est rassemblance, c'est le carnet de voyage. Toutes celles et tous ceux qui sont passés avant vous ont écrit ou fait écrire un mot. D'accord. Eh bien, on vous le confie. Merci beaucoup. Et merci encore. Merci vraiment. Merci. Aux hommes et aux femmes qui ont œuvré et qui œuvrent pour que vivent et s'expriment nos différences. Aux hommes et aux femmes qui nous rassemblent et qui nous donnent l'espoir. Que Dieu vous bénisse. Mon grand-père m'a dit un jour, « Fils, aime le savoir et le savoir t'aimera. Aime les gens de savoir et sage tu deviendras. » À mon grand-père.